Bonjour à tous. La situation est très tendue en Israël en ce moment, à l'heure où un nouveau gouvernement se met en place, une coalition assez hétéroclite de 8 partis, avec une majorité très courte également, pourrait donc mettre fin à l'ère, ce qu'on appelle là-bas l'ère Netanyahou, effectivement plus de 12 ans de pouvoir en continu. C'est un événement et dans un climat qui est parfois tendu, parfois même violent, en tout cas en parole. Pour parler de cette situation, on est en ligne avec le politologue Emmanuel Navon. Bonjour monsieur. Bonjour. Question un peu large pour commencer finalement. Comment est-ce qu'on peut caractériser le moment que vit Israël avec cette difficulté, j'allais dire, de mutation qui est en cours? D'abord, Israël, si le gouvernement est confirmé dimanche, ce qui est très probable, sortira d'une crise politique sans précédent. 2 années d'élections à répétition, 4 élections en 2 ans, sans que ces 4 élections aient pu former une majorité et une coalition. C'est une crise sans précédent dans l'histoire du pays. Jamais Israël n'a connu une telle crise politique. Cette crise que l'on attribue à tort au système électoral n'est pas due au système électoral, puisque le système électoral israélien n'a pas changé depuis l'indépendance d'Israël en 1948. Or, Israël n'a jamais connu une telle crise politique avec le même système électoral entre 1949 et 2019. Cette crise, elle a commencé en 2019, dès l'instant où Netanyahou a perdu le soutien de la droite, du parti de droite nationaliste et laïque d'Avigdor Lieberman, puis a perdu le soutien d'une autre partie de la droite. À cela s'est ajouté ensuite Gideon Sa'ar, qui était dans le passé dans le Likoud, mais également de Naftali Bennett, qui a fait campagne dans les dernières élections pour remplacer Netanyahou. Donc, grosso modo, Netanyahou a perdu à peu près le soutien du quart de la droite israélienne. Ce qui fait qu'il y a, si on regarde les résultats des 4 dernières élections depuis le printemps 2019, à chaque fois, il y a eu une majorité pour la droite, mais pas pour Netanyahou. Et c'est ça qui explique ce blocage. Et donc, comme vous l'avez rappelé, cette coalition qui est en train de se former est très hétéroclite. Mais il y a une telle volonté de débloquer la situation et d'avoir un gouvernement que finalement, Netanyahou a réussi l'impossible, à savoir pousser des partis politiques qui ont très peu en commun vers une même coalition pour mettre fin à cette crise. Est-ce que c'est vraiment uniquement la question Netanyahou qui est en jeu ou quelque chose de peut-être de plus profond dans la société israélienne, une envie de renouvellement, de modification de la donne politique? La personne de Netanyahou est devenue véritablement une focalisation de la politique israélienne ces dernières années, une focalisation qui est très émotionnelle. Et les 4 dernières élections ont tourné véritablement autour du personnage Benjamin Netanyahou. Donc il y a une véritable focalisation, une véritable personnalisation de la politique israélienne. Ça a été finalement l'enjeu principal des 4 dernières élections, ce qui n'est pas sain pour une démocratie. Dans une démocratie, il est sain d'avoir des débats d'idées, des débats de fond. Et malheureusement, ces élections en répétition n'ont pas été véritablement l'occasion d'avoir des débats de fond sur les questions de société, sur les questions économiques, sur les questions de politique étrangère et autres. Ça a été véritablement un combat autour de la personne de Netanyahou. Et ça n'est pas sain pour une démocratie. Et je pense que, justement, lorsqu'on en arrive au stade où nous en sommes arrivés aujourd'hui, au moment où je vous parle, les propos tenus par certains hommes politiques israéliens et sur les réseaux sociaux sont d'une violence inouïe. C'est-à-dire que, j'ai dit moi-même récemment, quand sait-on qu'une démocratie a besoin d'un changement de régime? Eh bien, précisément lorsque un changement de régime est perçu comme une catastrophe et est décrit comme une trahison. Et nous sommes en arrivés là aujourd'hui. Vous voyez les hommes politiques fidèles à Netanyahou et des journalistes fidèles à Netanyahou décrire la transition démocratique, ce qui est normal dans une démocratie, comme une véritable catastrophe, comme la fin du pays, comme la trahison du plus grand dirigeant que le peuple juif ait jamais connu, enfin de véritables délires que l'on voit sur les réseaux sociaux et dans les médias.
où la chose la plus naturelle d'une démocratie, à savoir une transition gouvernementale, est décrite comme une trahison et une catastrophe historique. Oui, parce que Naftali Bennett, d'après ces critiques-là, aurait trahi ses engagements de ne pas faire d'alliance avec la gauche. Écoutez, je ne suis pas un électeur de Naftali Bennett, mais je pense que ses propos à son égard ne sont pas justes dans la mesure où il avait tenu de nombreux engagements pendant sa campagne. Certains étaient contradictoires, effectivement. Mais parmi ces engagements, il s'est également engagé à tout faire pour qu'il n'y ait pas une cinquième élection. Ça aussi, c'était un engagement. Effectivement, Il s'était engagé à remplacer Netanyahou. Ça aussi, c'était un engagement. Alors évidemment, il s'était également engagé à ne pas faire de Yair Lapid le prochain Premier ministre. Mais effectivement, il avait eu tellement d'engagements contradictoires qu'il était impossible pour lui de tous les honorer. Mais parmi ces engagements centraux était, comme je l'ai dit, l'engagement d'éviter à tout prix une cinquième élection, de remplacer Netanyahou. Ces engagements, eh bien, il les a honorés. Alors effectivement, il va partager le pouvoir avec Yair Lapid. Lui-même sera Premier ministre pendant 2 ans, puis Yair Lapid. Mais il faut bien comprendre aussi que, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Netanyahou et ses gramophones, il ne s'agit pas d'un gouvernement de gauche. Il s'agit d'un gouvernement de compromis, d'un gouvernement d'union effectivement hétéroclite qui inclut des partis de droite, des partis centristes et des partis de gauche. Et les accords de coalition qui ont été signés permettent justement un processus décisionnel dans le gouvernement qui fera que sur les questions les plus sensibles et les moins consensuelles, personne ne pourra avancer de législation ou de décision de façon unilatérale. Donc ce sera un gouvernement de compromis qui se focalisera sur la gestion du pays, sur ce qui n'a pas lieu depuis 2 ans, à savoir un gouvernement élu qui va gérer et surtout qui va voter un budget. Parce que je vous rappelle quand même qu'Israël n'a pas de budget depuis 2018. C'est aberrant. Israël, parce qu'Israël est en mode électoral depuis 2 ans, nous n'avons pas de budget. Donc, il est temps d'avoir un gouvernement qui, certes, n'est pas parfait, a beaucoup de problèmes et hétéroclite, mais Israël a besoin d'un gouvernement. Or, c'était soit ce gouvernement, soit une cinquième élection, et une cinquième élection aurait été pire. Effectivement, pour terminer là-dessus, on est parfois surpris du ton que Netanyahou lui-même emploie pour dénigrer ceux qui, démocratiquement, finalement, pourraient lui succéder. D'une manière, il est prêt finalement à utiliser tous les arguments, y compris sur la mise en danger du pays. Est-ce que tout cela ne va pas le desservir finalement au bout d'un moment? C'est-à-dire que ça fait beaucoup, enfin, ça franchit un peu une limite qu'un observateur normal considérait comme décente. Il a franchi toutes les limites. Il tient le discours de Trump après sa défaite électorale. Il veut nous faire un 6 janvier à l'américaine. Et c'est regrettable parce que, à mon sens, Netanyahou a fait de très bonnes choses pour Israël. Je pense que son bilan est globalement positif, même si j'ai de nombreuses critiques à son égard. Je pense qu'en particulier en politique étrangère, son bilan est très positif. Et je trouve regrettable que ce bilan soit noirci par ce comportement irresponsable où finalement il incite à la violence, il délégitimise toute transition démocratique. Il voudrait nous faire croire que le remplacer, lui, c'est la fin de l'État d'Israël. Enfin, ce sont de véritables délires de quelqu'un qui est aux abois et qui voudrait faire croire à ses soutiens que eh bien, une transition démocratique dans une démocratie, c'est un danger, c'est une trahison, c'est très dommage et très regrettable qu'un homme d'État qui a fait de telles bonnes choses pour son pays en soit réduit à ce genre de discours. Bon, alors voilà pour le climat général. Peut-être encore 2 ou 3 petits points plus précis. Bon, on a compris, la fin de l'ère Netanyahou, c'est déjà un événement considérable pour Israël. Il y en a un autre, c'est quand même que cette coalition comprend pour la première fois un parti arabe, en l'occurrence les islamistes de RAM, qui sont donc en soutien. C'est un tournant, il y a un tabou qui a été quand même levé autour de cette participation des Arabes à la vie politique en général en Israël. Alors Mansour Abbas, son parti Ra'am, est un parti religieux conservateur, l'équivalent musulman d'un parti conservateur chrétien en Europe.
C'est un parti musulman conservateur qui finalement a adopté le modèle des partis orthodoxes en Israël, à savoir nous ne nous identifions pas avec Israël comme État sioniste, juif et démocratique, mais cela ne justifie pas que nous restions en dehors de la vie politique. Donc il a tout à fait adopté, si vous voulez, le modus operandi des partis orthodoxes, où il vient en disant, écoutez, on va mettre de côté nos différences idéologiques et on va essayer de s'atteler sur des questions très concrètes de vie quotidienne. C'est exactement ce qu'il a fait, dans la mesure où, si vous regardez les accords de coalition, il a accepté, et c'est significatif, d'abandonner toute revendication nationale. Lorsqu'il a tenu son discours après les élections, les dernières élections, il n'a pas du tout parlé du dossier palestinien. Dans l'accord de coalition, il n'a pas exigé ni l'annulation, ni l'amendement de la loi Israël État-nation. Cela prouve bien qu'il a donc abandonné, pour l'occasion, toute revendication nationale pour se focaliser sur des revendications économiques et civiques et civiles. Et lorsqu'on regarde les accords de coalition, c'est exactement cela. Il a obtenu des budgets très significatifs pour la population arabe israélienne, en particulier dans le désert du Negev, et une participation il va être à la tête de la commission de la Knesset sur de l'intérieur, donc c'est une commission qui est très importante, et donc il a obtenu effectivement un pouvoir important. Il a également tenu, il faut bien le dire aussi, pendant la guerre récente entre Israël et le Hamas et les violences internes dans les villes mixtes, comme à Lod par exemple, il y a eu des synagogues qui ont été vandalisées et brûlées. Eh bien, il s'est rendu dans une de ces synagogues pour condamner très fermement ce vandalisme et se proposer de les rebâtir. Et donc, on voit bien qu'il y a là un nouveau discours. Manuel Navon, dernier point très important, vous avez parlé des partis orthodoxes. Alors, le fait nouveau, ça a déjà eu lieu, mais malgré tout, le fait majeur, c'est qu'il n'y a plus de partis ultra-orthodoxes dans cette majorité. Les rabbins, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lancent des cris d'alarme en disant que le pays est en train de perdre sa spécificité juive, en tout cas que le judaïsme est en danger, alors que par ailleurs, Naftali Bennett va être le premier ministre à porter une kippa, ce que lui contestent d'ailleurs ces mêmes rabbins. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez l'impression que aussi au niveau religieux, quelque chose se modifie? Comment vous analysez cette... Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Les propos les plus acerbes contre Naftali Bennett ont été tenus par Moshe Gafni, qui pendant de nombreuses années a été à la tête de la commission des finances de la Knesset. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'argent. Ne soyons pas naïfs. Perdre le contrôle du robinet national, c'est ça qui les rend fous. Ce n'est pas du tout les questions de religion et d'État, puisqu'il va y avoir la continuation du statu quo dans la prochaine coalition. Et donc, mis à part certains changements mineurs sur la reconnaissance, par exemple, des conversions non orthodoxes ou alors des transports en commun dans des villes non religieuses qui sera laissé à la discrétion des maires, il ne va pas y avoir globalement dans le pays de changement du statu quo sur les questions d'État et de religion, et les partis orthodoxes le savent très bien. Ils sont hors d'eux, tout simplement parce qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils vont perdre le contrôle des finances et des budgets, mais celui qui les a menés à cette situation, c'est Benjamin Netanyahou, qui les a forcés d'une certaine manière à rester fidèles à lui, et puis finalement les a amenés dans l'opposition. Donc ils sont hors d'eux parce qu'ils s'aperçoivent que finalement leur fidélité aveugle à Netanyahou les a amenés à l'opposition, alors que si ils ne s'étaient pas engagés à rester fidèles à Netanyahou coûte que coûte, eh bien ils seraient sans doute aujourd'hui dans la coalition. Cela dit, concernant Naftali Bennett, encore une fois, on va avoir un Premier ministre donc très à droite, qui est sioniste affirmé, qui est encore une fois quelqu'un qui est pratiquant, enfin qui se dit pratiquant. C'est aussi quand même une inflexion peut-être vers une autre forme de gouvernance pour Israël, à l'inverse de ce que disent précisément les partis orthodoxes. Bien entendu. Et je pense qu'il y a de nombreux précédents intéressants dans ce nouveau gouvernement. On a parlé pour la première fois de la participation d'un parti arabe, pour la première fois un Premier ministre qui va porter la kippa, et pour la première fois également un tiers du gouvernement composé de femmes. Tous ces changements sont des changements qui sont les bienvenus.
Et je pense que beaucoup de gens en politique israélienne aujourd'hui, que ce soit au Likoud ou dans les partis orthodoxes, ont vraiment besoin de prendre un peu l'air de l'opposition et que ces changements, vous savez, la crise du corona a mené beaucoup de douleurs, mais également beaucoup de changements qui sont les bienvenus. Et bien que Israël ait connu une crise politique très grave ces 2 dernières années, eh bien d'un mal sortira sans doute un bien. Je pense que justement, c'est un gouvernement qui va apaiser les esprits. Au lieu d'avoir sans arrêt ces dernières années avec ce Netanyahou qui à chaque fois incite une partie de la population contre l'autre, crée des ennemis, un gouvernement qui va gérer, au lieu d'avoir ce culte de la personnalité, soit de haine aveugle ou d'amour aveugle pour Netanyahou, ça ne va pas être un gouvernement de culte de la personnalité, ça va être un gouvernement qui va gérer le pays, qui va mettre les sujets les plus contentieux pour l'instant de côté. Et, euh, et je pense qu'il faut donner une chance à ce gouvernement et que cette composition, certes hétéroclite, mais également intéressante, comme je l'ai dit, où pour la première fois, nous allons avoir des acteurs qui jamais n'étaient dans le passé au gouvernement. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Navon, politologue, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Acadème. Je rappelle que vous avez publié un livre sur une histoire diplomatique d'Israël qui s'appelle L'étoile et le sceptre en français, mais bien que le livre ne soit pas encore paru en français, on espère bien prochainement pouvoir le lire. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à tous pour votre attention.